En tout cas, merci d'être aussi nombreux pour ce sujet crucial, hein, de piloter ces données pour générer de la valeur rentable, mais également durable, hein. Donc, autour de notre, effectivement, grand concept, hein, donc de faire rentrer donc, la donnée dans les principes de l'économie circulaire. Donc, je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure. Donc, voilà, je pense on va pouvoir commencer donc, la présentation. C'est bon, je pense, hein. Donc voilà, donc je me présente rapidement. Donc je suis Jaber Lala, donc la fondatrice et donc cofondatrice enfin la cofondatrice et la dirigeante de la société Sysnaps, qui est un éditeur de logiciels, hein, qui existe déjà depuis déjà plus de 16 ans, de R&D. Donc on était vraiment dans la recherche et le développement au début. Et depuis maintenant, effectivement, donc voilà, on a développé un principe, hein, qui permet effectivement de faire rentrer la donnée dans l'économie circulaire. Mais là, l'idée, effectivement, c'est de vous aider finalement à comprendre et d'avoir une vision de la donnée pour générer de la valeur rentable et durable. Ok, donc nous sommes éditeurs français de logiciels experts dans la gouvernance agile et la gestion du cycle de vie de la donnée. On existe déjà depuis plus de 16 ans. On a été labellisé Solar Impulse, la fondation qui trouve les plus de 1000 solutions qui sont bonnes pour la planète et rentables pour l'entreprise. On a également gagné pas mal de concours comme le TechSprint, hein, donc c'est la donnée et l'IA donc au service de la transition écologique. Tout ça, c'est grâce à vraiment à ces plusieurs années de recherche, grâce à un algorithme et grâce à un itinéraire qui vous permet de réussir l'ensemble de vos projets de transformation numérique, data et IA en peu de temps. Donc, c'est vraiment un principe de circuit court et de réduction de temps projet. On peut le voir au niveau des ROI ici. Donc, c'est 40% de temps projet data IA et d'efforts gagnés grâce effectivement à notre technologie. Un time to market, quand on voit les 70%, c'est vraiment un benchmark qui a été réalisé par nos clients où nos concurrents avec des intégrateurs ont proposé 2 ans et demi, là où nous on proposait 9 mois pour faire le projet. Et on peut aller jusqu'à 50% de réduction de l'empreinte carbone parce qu'on est vraiment dans de la redondance, dans l'obsolescence, dans de la trivialité, donc de la non-qualité des données qui sont de plus en plus démultipliées maintenant du fait de l'agilité, des espaces collaboratifs, des environnements donc de données qui sont dupliqués. Donc rien qu'en rationalisant, on peut vraiment réduire fortement son empreinte carbone énergétique et spatiale des données. Donc, quand on parle spatial, c'est que la donnée a une matérialité, même si on ne le pense pas, hein, justement, dans les serveurs, et donc elle prend de la place. Voilà, et le tout, ça se maintient dans le temps, parce que c'est bien de faire des projets, mais il faut être vraiment de plus en plus maintenant, on nous demande de l'agilité, et donc il faut être agile à ce niveau-là. Donc très rapidement, je vais passer sur ce sujet, mais on a vraiment réfléchi, on s'est dit comment finalement utiliser le maximum de valeur de la donnée, puisque comme vous le savez, la donnée, c'est la potion, mais c'est aussi le poison. Donc, si on est techno-solutionniste, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, il faut aussi gérer les choses autrement. Mais voilà, donc empiriquement, effectivement, vous avez une donnée qu'on produit, qu'on exploite et consomme de plus en plus. Donc ça, on en parlera de pourquoi effectivement ça va devenir de plus en plus de façon exponentielle. Et ensuite, avec les use cases liés à l'IA, là, on est encore plus, ça a accéléré justement cette tendance. Donc, il faut réguler et donc la donnée est de plus en plus réglementée d'un point de vue éthique, d'un point de vue éco-conception et de pas mal de niveaux. Ensuite, euh, la partie reduce, qui est vraiment comment je réduis finalement ce stockage, ce traitement des données. Et la partie reuse, c'est comment finalement je maîtrise mon modèle de données parce que je l'ai mappé, hein, donc je l'ai modélisé et qu'il se maintient dans le temps, comment je vais pouvoir le réutiliser et éviter les recollectes inutiles. La mutualisation, l'open data, enfin tout ça, c'est pour l'open data, on est plutôt dans la partie recycle et aussi donner une seconde vie à la donnée
par rapport effectivement à un traitement qui se finalise, vraiment gérer nos données d'historique, c'est comment effectivement j'utilise de façon hyper rationalisée l'ensemble de mes données. Alors, ce qu'il faut retenir, donc je ne vais pas vous sortir la phrase que tout le monde dit, effectivement, la donnée vaut de l'or, hein, mais c'est actuellement, moi, c'est plutôt, disons, la connaissance est la clé du pouvoir et de la sagesse. Tout simplement parce que derrière, la donnée, c'est tout simplement quoi? Ça se transforme en information, cette information se transforme donc en connaissance, et cette connaissance se transforme en sagesse. Donc, on connaît tous un petit peu le schéma qui va bien. Et finalement, à quoi correspond cette sagesse? C'est en tout cas au travers de la data et des réglementaires européens qu'on va bien comprendre ce concept. L'organisation doit constamment jouer donc le funambule et s'auto-réguler. Ça devient compliqué puisque finalement, on s'en est pas rendu compte, mais on est passé effectivement d'une interface utilisateur à finalement maintenant à aller traiter l'information directement au niveau des données et au prisme du champ, de la colonne ou même du contenu d'un document. Et donc c'est là où on n'a pas vu arriver les choses et ce qui a complexifié particulièrement les choses. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte économique, réglementaire et technologique qui est en perpétuelle mutation et qui même est exponentiel et arrive très vite. On n'a pas le temps ni l'agilité finalement de pouvoir y répondre très rapidement. Il y a toute une série de réglementaires qu'on descendra par la suite, hein, qu'on verra, mais on est vraiment à la granularité de la donnée. Et d'ailleurs, les premiers qui ont été particulièrement touchés sont les banques et les assurances. Hein. Effectivement, on leur a demandé de s'auto-réguler par rapport à ça, hein, et donc ils ont un organisme dédié qui leur demande effectivement d'aller à ce niveau-là. Et le RGPD le demande également, puisqu'il demande à ce que vous ayez une visibilité de la donnée par rapport à sa catégorie pour une personne physique. Vous voyez à quel niveau on est descendu. Donc on est vraiment dans un contexte qui bouge beaucoup. D'un point de vue technologique, on voit l'IA, etc. Donc voilà, comment l'entreprise va pouvoir jouer le funambule autour de tout ça. Surtout que le big data et le cloud est là, donc on est vraiment dans des volumes qui sont très importants ou hétérogènes, hein, qu'on doit aller, donc qu'on a de façon structurée, non structurée et multiple. Une augmentation des évolutions rapides des lois et des réglementations. À la dernière en date, c'est l'IA Act, donc le Data Act, l'IA Act. La donnée devient l'affaire de tous, oui, parce qu'en termes de sécurité, en termes d'éco-conception, eh bien, en gros, tous les acteurs doivent participer. Et quand on commence à se dire il faut mettre en place des politiques de données personnelles ou des politiques de données, eh bien, en gros, ça veut dire aussi que cette politique, elle doit être comprise par tout le monde dans toute la chaîne de valeur. Donc là, on voit aussi qu'il y a cette compréhension et cette acculturation et cette sensibilisation à faire auprès des personnes. Les menaces cyber qui vont augmenter, donc une vraie problématique. Est-ce qu'on maîtrise son patrimoine de données? Est-ce qu'on est en mesure finalement de déterminer le niveau de sensibilité de cette information-là? Et est-ce qu'on a mis les mesures de sécurité qui sont associées? Donc là aussi, on descend à un certain niveau de prisme. La donnée en plus se transfère, se transforme, etc. Donc il faut effectivement tenir compte aussi de l'ensemble de son cycle de vie quand on va aborder la notion de sécurité, quand on va aborder aussi la partie RGPD pour ceux qui ont fait de l'analyse d'impact sur cette partie-là. Vous voyez, effectivement, on est vraiment dans un niveau de détail hyper fin. La donnée est centrée sur la personne avec obligation de transparence. Voilà, donc en gros, on est, comme je vous le disais, hein, demain, je dois répondre. La personne me dit je veux retirer son consentement, eh bien, je dois être en mesure de le faire. Je dois être en mesure de supprimer l'information. Je dois lui répondre oui, mais pas possible parce que effectivement, les durées de conservation légales m'obligent à les garder pendant tant de temps. Donc, il y a vraiment cette transparence vis-à-vis de la personne et on est d'ailleurs fortement donc sanctionné si ce n'est pas le cas, parce qu'on doit bien répondre dans les 1 mois. Et 2 mois, effectivement, si on ne peut pas effectivement répondre de suite d'un point de vue, si la technologie est complexe pour pouvoir y répondre. Et on a des normes écologiques et d'impact hein, qui arrivent, qui sont déjà arrivées, hein, parce que la CSRD est également actée. Donc, la CSRD, c'est la comptabilité extra-financière, hein, d'évoluer avec effectivement maintenant des normes et des métriques qui ont été définies pour être standardisées, mais qui concernent hein, l'ESG, donc environnement, social, gouvernance.
Euh, voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est on va aborder le sujet de la donnée devient l'affaire de tous parce qu'effectivement, c'est ce sujet que vous allez gérer au sein de votre entreprise. Donc on reprend effectivement les mêmes boules, hein. On était en train justement de trouver un certain équilibre et là on va avoir au sein de notre organisation, alors bien entendu vous allez avoir plein de noms très à la mode, hein, mais en gros vous allez avoir les producteurs de données qui sont les owners, hein, donc il y a aussi les owners, donc il y a les producteurs de données donc qui sont responsables de domaine et qui gèrent les outils à la source et vont générer la donnée brute. Vous allez avoir en face, bien entendu, les acteurs du risque, de plus en plus nombreux. Donc, en termes d'intermédiation, ça devient complexe, puisque finalement, même des fois, on va se retrouver avec des exigences qui sont presque similaires, puisque le DPO va s'occuper de la sécurité, mais avec le RSSI également. Donc, on peut se retrouver des fois avec des appels d'offres où on va se retrouver effectivement avec des demandes qui sont à peu près similaires. Vous avez la partie éco-conception, vous avez la partie également donc le RSE, vous allez aussi avoir l'éthique, hein, IA qui va pas tarder à y arriver, et vous avez aussi l'accessibilité également, hein. Donc voilà, on est vraiment sur une équipe en charge de la gestion du risque qui est là, mais qui est, et bon, historiquement bien entendu on avait la finance, hein, et qui elle veut un outil effectivement qui soit vraiment 99, donc un niveau de SLA de disponibilité assez important. Vous avez les équipes IT hein, qui vont intégrer, gérer, préparer ces données brutes. On est vraiment dans comment on va acquérir cette information-là. Il y a plusieurs possibilités maintenant d'acquisition de données, hein. Donc, il y a les IoT, il y a du machine-to-machine, il y a effectivement de la collecte directe, il y a toute une série de choses. Et bien entendu, jusqu'à la fin du cycle de vie de la donnée. Et puis des systèmes qui changent. Donc, comment je vais décommissionner un système, repartir sur un nouveau système. Je vais peut-être pas embarquer toutes mes données. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de mes anciennes données? Peut-être que je vais en avoir besoin après pour du reporting ou autre chose. Donc voilà, c'est vraiment l'équipe IT qui va être vraiment en charge de tous ces éléments-là. L'équipe data, elle est dans un objectif de valorisation et d'exploitation de l'information. Donc elle, on va le retrouver. Donc là où on va retrouver l'IT plus dans l'exploitation des informations sources et qui vont être consommées ensuite par l'équipe data, qui vont passer effectivement par des espaces, des data lakes, du data lake vers un data warehouse vers des outils BI. Et bien, en gros, eux vont vraiment se préoccuper d'exposer les données aux équipes consommatrices. Voilà. Et ensuite, vous avez les consommateurs eux-mêmes qui vont s'appuyer sur la donnée exposée pour prendre des décisions. Donc, comme vous l'avez compris, pour créer de la valeur, pour piloter et être rentable, et pour être dans la durabilité, parce que des consommateurs donnés, vous allez avoir aussi des outils de pilotage de restitution qui peuvent aussi émaner du risque, comme elles peuvent émaner du métier lui-même. Donc voilà, on est dans ce principe. Et quand on veut faire un use case bien précis, eh bien en gros, pareil, hein, donc on va faire appel à toutes ces personnes, ou par la connaissance, ou par effectivement comment obtenir les données supplémentaires à intégrer dans le data warehouse pour pouvoir répondre justement à ce use case bien précis. Alors, il y a 5C, donc je vous ai parlé tout à l'heure du M4R, hein, qui était effectivement notre solution qui permet je map, déjà je maîtrise hein, mon architecture d'entreprise, et ensuite derrière je vais pouvoir faire du regulate, reduce, reuse et recycle. Là, on va parler des 5C. Donc les 5C, c'est les 5 clés du succès, mais c'est surtout les 5 code à connaître, hein. Il faut d'abord collaborer, donc ça c'est très important, d'où le fait quand on dit qu'on parle de la donnée est l'affaire de tous, donc il faut de l'acculturation, il faut créer un langage et un effort commun. Il faut savoir que maintenant, demain, si je dis je veux améliorer dans le cadre de l'amélioration des processus et en même temps finalement de la réduction de mon empreinte, eh bien, en gros, il va falloir que je puisse dire, moi, j'ai besoin de la commande de la facture du transport, du camion, etc. Et donc, il faut vraiment que ce langage soit clair et que le métier puisse
très facilement parler à l'IT pour mettre les données collectées et pouvoir collecter la bonne information dont on a besoin, ou même aller chercher l'information. On n'est pas obligé de collecter tout, on peut très bien les acquérir ou même trouver des référentiels qui vont bien et pouvoir ensuite collaborer avec l'équipe data et que tout ça, effectivement, ça parle le même langage. Il faut avoir une vision transverse, on n'est pas tout seul. Donc, en gros, on a peut-être décentralisé ou externalisé des données donc chez des sous-traitants, ou alors on traite les données de nos propres clients. Donc, il faut vraiment avoir une vision pas simpliste de son système, mais vraiment même déjà en interne sur tout l'aspect hétérogène de notre système. On peut avoir plusieurs bases de données, plusieurs sources d'informations qui vont bien. La confiance, voilà. Donc, pourquoi la confiance? Parce qu'il faut du contrôle. Donc, voilà, pourquoi? Parce que vous avez pu le remarquer, on a pas mal d'acteurs du risque qui interviennent. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont évaluer. Ils vont évaluer ça sur toute la chaîne de confiance, donc sur les fournisseurs d'approvisionnement chez vous, et de voir effectivement sur toute cette chaîne-là si la conformité est au rendez-vous. Et donc, ils vont attendre des preuves. Donc, on est vraiment aussi maintenant dans l'évaluation et l'apport de preuves, puisque maintenant, on est vraiment dans un principe d'accountability, sur toutes ces conformités, où maintenant, pour vendre un produit ou pour en interne remonter l'information, et de plus en plus avec la comptabilité extra-financière, eh bien, on va être obligé effectivement on va être audité par notre expert comptable sur ces sujets. Donc, il y a vraiment une notion d'accountabilité et de preuve. Donc, on a vraiment l'aspect collaboration, confiance, contrôle, qui nous amène vers de la conformité, sécurité, qualité, enfin vraiment vers la non-conformité. Et tout ça, il faut être dans le principe d'amélioration continue, parce que c'est un état des lieux qu'on va faire donc de la même façon qu'une comptabilité normale, et bien en gros de façon donc trimestrielle ou annuelle, pour donner cette visibilité. Alors pourquoi gouverner ces données? Parce qu'il ne faut pas le limiter finalement à cette notion de réglementaire ou d'obligation. Il y a un vrai intérêt. On est dans un environnement de plus en plus instable, donc on essaye d'être agile dans sa stratégie. De cette stratégie, on va identifier les risques finalement, hein, parce qu'il y a des réglementations. Enfin, on reprend effectivement il y a des risques écologiques, il y a des risques technologiques, il y a toute une série de risques, hein, de la concurrence, etc. Et donc, à partir de ces risques, eh bien, on va devoir transformer peut-être son modèle économique d'un point de vue business. Et tout ça, il faut que ça se transcrive sur les données pour pouvoir après piloter. Donc, on est vraiment plutôt dans une course plutôt effectivement à un équilibre business autour d'un environnement qui est de plus en plus chahuté, et où on doit effectivement pouvoir trouver la part belle pour nos organisations. Alors, j'aime bien dire, pourquoi gouverner et gérer le cycle de vie des données? Déjà, très simplement, il faut comprendre ces processus de données. Pourquoi? Parce que ça correspond à notre chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, ben, c'est celle qui nous permet justement, comme son nom l'indique, de gérer avec succès donc, la satisfaction client et de répondre aux contraintes et aux attentes de notre client sur justement l'écologie, sur l'aspect technologique, etc., sur la stabilité de l'entreprise. Une fois qu'on comprend nos données, nous savons qui les gère et les contrôle. Ça, c'est important. Donc après, derrière, on doit mettre en place une équipe dédiée qui permet de gérer, de contrôler en amélioration, dans un principe comme on disait, d'amélioration continue. Parce qu'effectivement, si on fait ça de façon one-shot, ben, ça n'aide pas finalement à gagner en agilité. Si les données sont gérées, nous pouvons développer une compréhension commune pour simplifier et partager les données. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que derrière, ben, toute cette gestion finalement et tous ces acteurs qui sont là pour réguler finalement vont être plutôt des acteurs qui vont permettre justement demain de simplifier et de partager, puisque les règles vont être connues et effectivement ça permettra à chacun de savoir ce qu'il peut faire ou ne pas faire et surtout parler un langage commun qui va fluidifier les projets. Parce qu'il faut savoir que l'empreinte, par exemple, l'empreinte carbone, hein, quand on calcule sur tout le prisme. Donc, si le temps projet est long, eh bien, en gros, ça fait des efforts humains
matériel, etc. Donc, c'est un coût d'empreinte carbone, au-delà, effectivement, de l'usage de la donnée elle-même. Si vous disposez de données de haute qualité, alors là, c'est parfait, parce qu'effectivement, elles sont complètes, conformes et précises et à jour. Et donc là, on peut s'assurer que les décisions qu'on prend, eh bien, elles sont adaptées à la prise de décision. Vous comprendrez effectivement, c'est le principe du garbage in, garbage out. Hein, donc, c'est bien d'avoir beaucoup de données, mais si au final on sort des chiffres, on en est content, mais finalement elles ne sont pas de qualité, c'est pas très bon. Voilà, donc c'est important. Comme je vous le disais, c'est hétérogène, etc. Donc il faut s'assurer que derrière on a un niveau de qualité qui tient bien. Donc comme vous l'avez compris, nous, on ne casse pas les silos, parce qu'on se dit que ça ne sert à rien. On a déjà fait pas mal de projets. Et on se rend compte qu'il faut relier, finalement, tout simplement, les silos, définir une bonne règle du jeu, des politiques, et voilà, être plutôt interopérable. Il y a des technologies comme le data mesh qui déterminent des gouvernances décentralisées, qui responsabilisent chacun des propriétaires, et qui permet à chaque propriétaire de données de devenir finalement un consommateur ou un à fournir un catalogue à ses petits camarades, donc il devient producteur. Et donc ça, c'est pas mal, parce que finalement, on rentre dans un aspect où j'ai des données, mais je peux les valoriser et je peux effectivement les mettre à disposition. Et c'est pas juste devenu un centre de coût. Et voilà, c'est très pertinent. Et la conformité devient plutôt de la qualité, plutôt qu'effectivement une contrainte, une contrainte. Alors, nous, on a identifié effectivement qu'il y a le système d'information qui est en bas, qui est vraiment très transversal, qui lui doit avoir une vision globale, hein, donc presque dans le principe de la fonctionnalité qui va porter ces données. Et le langage va se faire autour de deux concepts très importants, le métier et les acteurs du risque. Et comme son nom l'indique, hein, je vais prendre un exemple d'une politique, hein, on parle de politique du système d'information, c'est l'information. Donc l'information, c'est pas le champ et la colonne. Là, c'est vraiment le contrat, la facture, la commande, etc. C'est ce qui parle à ces acteurs-là. Et quand on met en sécurité l'information, politique de sécurité du système d'information, on est vraiment dans l'information lui-même. Donc, on va avoir les acteurs de la gouvernance de la conformité. Vous avez les gestionnaires de données, des données personnelles, donc les DPO. Vous avez les acteurs de l'URSSI, le RSE, le RNE, et bientôt, le petit nouveau qui va arriver, c'est l'éthique IA, parce que même lui, effectivement, il va devoir se préoccuper des données d'apprentissage de son IA. Sur la partie, donc vous pouvez le voir, ça on est plutôt sur du top-down. Donc là, le top-down, alors c'est compliqué parce qu'on se dit, bah oui, mais ça c'est très très long à faire parce qu'on maîtrise pas obligatoirement nos processus, on maîtrise pas tout ça, etc. Donc ça, faut pas avoir d'inquiétude, hein. Des processus standards, il en existe, donc par secteur d'activité. Les objets métiers, c'est ce que vous manipulez tous les jours, et en allant chercher dans vos systèmes d'information c'est ce qu'on fait nous de rétro-engineering, on demande très peu de choses pour qu'on fasse la cartographie, et il suffit de demander à des archivistes ou alors à des référents métiers, et aidés maintenant par l'IA générative, on peut sortir des descriptions, on peut même demander des éléments de définition de durée de conservation, et les informations arrivent vraiment de façon très intéressante et très, très pertinente pour accélérer vraiment cette information-là. La première étape de cartographie est extrêmement importante. Voilà, on ne peut finalement, on ne peut mesurer ou agir sur quelque chose que si effectivement on maîtrise notre patrimoine finalement informationnel et on va dire même d'actifs. Parce que finalement, quand on parle d'actifs, on va partir d'actifs essentiels qui sont les départements, les processus et les objets métiers qui sont utilisés par l'entreprise, mais aussi ensuite dans quel dans quelle base, dans quelle application et dans quel finalement serveur ça se positionne. Très important parce que de plus en plus maintenant, les réglementaires vous imposent de savoir où est stockée l'information par rapport donc à la zone géographique. Mais ça peut se faire extrêmement facilement puisque grâce à des principes comme l'architecture d'entreprise et des saisies simples, on peut déjà avoir des choses très pertinentes qui peuvent nous rendre très rapidement agiles. Donc voilà, une mise en œuvre qui peut se faire très rapidement. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on n'embête pas plus le métier. Il n'a pas plus d'informations à vous donner. Ce n'est pas la peine de lui demander de vous donner les attributs, de ce qu'il manipule dans ses écrans, etc. Ce n'est pas son problème. Ensuite, c'est vraiment l'aspect IT.
qui va dire très bien, donc ce qui est problématique chez vous et ce qui est urgent en termes d'exigence, etc., ça va être finalement tel processus qui correspond finalement à telle base de données et application que vous manipulez tous les jours. Ben, l'IT doit maîtriser un élément essentiel qui est le modèle de données qu'on a vraiment oublié dans le temps. Donc en gros, on va pouvoir sortir des dictionnaires, ça je pense que vous avez l'habitude d'en entendre parler, de ces environnements, et ensuite euh, vous allez pouvoir les modéliser, retrouver ce fameux objet métier et le mettre sous contrôle. C'est ça la vraie force. Et derrière, en fonction de l'attente et des usages qu'on va avoir, eh bien, on va faire appel ou pas aux attributs, qui peuvent être nombreux, dans un objet métier qui se trouve dans une base de données. Voilà, et donc tout l'objectif, c'est vraiment de la gouvernance des données, centralisée, structurée, etc. La gestion des données étendues, parce qu'il faut maîtriser aussi ce qui se passe chez nos fournisseurs et leur mettre des contraintes donc, contractuelles à ce niveau. De vraiment responsabiliser les propriétaires de données. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment jusqu'à la qualité. C'est eux qui définissent les exigences et c'est eux qui doivent suivre que la mise en œuvre a été bien faite au niveau de la SI et donc d'être partie prenante sur ce sujet. Et la gestion de la transformation digitale, parce que quelque part, l'objectif aussi, c'est de transformer déjà se moderniser et d'être capable effectivement de faire la transformation digitale. Alors ça, c'est important, il faut savoir une chose, hein, c'est que la donnée, c'est la seule chose qui reste dans le temps. Les systèmes d'information, que ce soit les applications, que ce soit les serveurs, etc., eux, en fonction des technologies, vont bouger et vont se transformer. Par contre, la seule chose que vous devez garder en tête, c'est que l'élément décommissionné que vous avez mis, une base de données, demain, si vous avez besoin de faire de l'IA et du prédictif, vous avez besoin d'historique de données, cette information, il faut la garder bien au chaud et puis il faut vraiment la mettre finalement sous contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle sous contrôle? Sous contrôle, c'est le principe du data management. Alors, moi, j'aime bien reprendre des normes, hein, on prend pas mal de normes chez nous, et celle que je trouve très pertinente, hein, qui est un peu la Bible en termes de réflexion autour du data management, c'est le DAMA Documentation. Donc, vraiment, c'est cet organisme qui est vraiment très, très pertinent là-dessus. Donc, ils mettent dans l'élément central, ce qu'on disait, c'est la data gouvernance. C'est vraiment l'aspect lié effectivement aux politiques, enfin aux processus, aux politiques, aux individus et aux technologies qui vont derrière. Mais ensuite, on a des éléments qui vont être, première étape, je parlais tout à l'heure, de maîtriser son patrimoine informationnel. Eh bien, ça va se faire par les métadonnées. Ce n'est pas les données. Les données, c'est trop compliqué. Les volumes sont exponentiels. On va vraiment aborder la maîtrise par les métadonnées. C'est quoi le champ, la table? Mais par exemple, dans quel processus, dans quel département, pour quelle politique? Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des métadonnées. Tout ce que vous apportez comme information supplémentaire, l'objet métier, l'objet data, tout ça, ce sont des métadonnées. Deuxième chose, c'est que ces métadonnées, quand vous les avez, ça rentre en quelque sorte aussi dans la data quality. Donc c'est vraiment, déjà, de comprendre ces données, c'est déjà de la qualité. Donc de les comprendre d'un point de vue métier, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue technique, c'est de la qualité. Et ensuite, on va aller dans le prisme de la donnée elle-même, la complétude, l'exactitude, etc. Ça, c'est de la qualité. On est rentré au niveau le plus fin. La data architecture, c'est comment effectivement sur toutes les strates de l'entreprise, je vais gérer ma donnée. En gros, on parlait tout à l'heure des fournisseurs, des clients, de tous les acteurs de l'autorité de contrôle. Comment j'interagis autour de tout ça? Donc ça, c'est la strate écosystème dans une architecture d'entreprise. Ensuite, vous allez avoir la partie business. Donc, c'est là où on va retrouver nos processus et nos politiques. Vous allez avoir ensuite la strate applicative et data. Donc, c'est dans quelle application, dans quelle base de données et dans quel environnement de transformation, hein, data warehouse, etc., ça se positionne. Et ensuite, vous avez l'infrastructure. Et donc là, on arrive dans le dur, c'est le matériel, c'est la partie physique. Et dans quel environnement, donc mes établissements, ou même, on va loin, hein, parce que l'environnement, l'objectif aussi, c'est quand on fait de la sécurité du système d'information, c'est de dire effectivement, est-ce que c'est un espace inondable ou pas. Donc, quand on parle d'architecture d'entreprise, c'est être capable finalement d'avoir une vision de cette donnée sur toutes ces strates
et d'être en mesure de répondre et d'être conforme par rapport à ça. Ensuite, quand on va vouloir comprendre la donnée, les métadonnées, c'est bien, mais c'est assez statique, d'accord? Donc, ça vous donne pas mal d'informations, mais ce n'est pas suffisant. Le data modeling, ça va vous permettre vraiment de modéliser. Bon, je pars de du devis qui va me générer une commande, qui va me gérer des factures, etc., qui va me permettre d'avoir des attachements, d'avoir envoyé ça dans une GED, d'avoir les paiements, les soldes, les acomptes, etc. Donc voilà, on rentre dans des modèles de données conceptuels et logiques, et c'est vraiment de designer, et là, au prisme de la donnée, et de la table et du champ, voilà, si on parle de modèle de données structuré, l'information. Vous avez ensuite le data storage et operation. En fait, quand il venait un petit peu avant le data modeling, c'est effectivement comment je stocke mes données, comment je gère l'aspect opérationnel, hein. On parle souvent de DevOps, d'accord? Donc, depuis le by design, hein, jusqu'à effectivement l'aspect opérationnel, et donc de monitoring. Donc voilà, j'ai livré, je fais du monitoring et je fais même du feedback avec mes clients, hein. Donc voilà, on est vraiment sur du DevOps. C'est toute cette chaîne de data qu'il faut maîtriser. La sécurité, voilà, donc c'est important, parce que c'est sur toute la chaîne de data architecture qu'il va falloir la mettre, hein. Donc cette sécurité, elle n'est pas limitée au prisme du data modeling. Vous avez ensuite toute la partie intégration, parce que, bien entendu, vos systèmes d'information interagissent les uns avec les autres et même avec l'extérieur. On a les contents, ce qu'on appelle le content management, hein, qui est vraiment qui a été intégré au sein du DAMA un peu partout, mais qui a été intégré là-dedans, mais effectivement, on est dans la gestion documentaire, et des données, de ces fameuses données bureautiques, hein, de l'entreprise, ou fichiers, plutôt fichiers, on va dire. Vous avez les références et les master data, très importants, parce qu'en fin de compte, quand on a des organisations, c'est pas juste le data warehouse arrive vraiment en bout de chaîne. Il y a déjà une réflexion qui est faite sur les référentiels qu'on a, sur la façon de comprendre quels sont les statuts d'un contrat, d'une facture, etc. Les currency, enfin voilà, tout ce qui est relatif aux devises, etc. Donc c'est des choses assez normées et qui sont normées des fois dans les systèmes que vous achetez. Donc ça, c'est important, ces références, il faut les maintenir dans les temps et puis il faut les comprendre, et il faut les gérer à part. Le master data management, c'est tous les référentiels, clients, fournisseurs, etc., qui sont des éléments communs, et pour éviter justement ces doublons et ce nettoyage complexe de data quality, parce que effectivement chacun saisit peut-être le client à sa façon, et à un moment donné, il faut mélanger l'ensemble. Donc, il faut pas mal de travail d'un point de vue marketing, hein, sur ces sujets. Eh bien, en gros, les master data sont essentiels. Voilà, c'est mieux d'avoir un seul endroit où on va saisir l'information client, et l'idée, c'est effectivement que ça soit revéhiculé et réutilisé. Et enfin, le data warehouse arrive à la fin pour vous permettre d'exploiter l'information de vos données sources jusqu'à effectivement, comme on le disait tout à l'heure, l'exposition de la donnée. Vous voyez, en fin de compte, c'est assez complet comme principe. Alors, quand on a mis en place, bien entendu, tous ces éléments-là, alors ça paraît laborieux, hein, mais si on le fait intelligemment, c'est pas si laborieux que ça, parce que finalement, quand on a compris que l'objet métier, le prisme du métier, et qu'on peut mettre toutes les exigences dessus, et qu'ensuite, derrière, c'est géré aussi d'un point de vue data au niveau de l'IT, et qu'on est capable de maintenir le tout dans le temps, eh bien, en gros, ça devient moins laborieux, et on est capable de se rapproprier quand même assez rapidement son système d'information. Ensuite, il faut comprendre ce qu'est la maturité data IA de vos usages, parce que là, il y a un grand engouement autour de l'IA en ce moment, et l'idée, c'est pas non plus de tuer une mouche avec un bazooka, hein. Il faut comprendre finalement, en fonction des différents use cases que vous allez avoir, dans quel niveau de maturité on va mettre cet aspect data. Donc, il y a effectivement l'analyse descriptive, l'analyse exploratoire, l'analyse diagnostique, l'analyse prédictive, l'optimisation et l'analyse prédictive. Et comme vous pouvez le voir, on est plutôt dans la BI traditionnelle pour les deux premiers. Ensuite, bon, c'est à chemin, c'est toujours à cheval entre les deux, hein. Donc, là, on est plutôt dans la business analyse et du self-BI. De l'autre côté, c'est du business analyse et de l'IA. Et là, on est vraiment l'IA dans son sens large, comme on peut effectivement en entendre parler.
quelques cas pour effectivement illustrer, vous permettre de bien comprendre de quoi il en tourne, hein. Pour l'analyse descriptive, on va plutôt, c'est ce qui est arrivé, donc le tableau de bord de vente d'historique, par exemple. Pour l'exploratoire, c'est quelles tendances se dessinent, donc exploration des données de vente pour détecter les modèles de comportement d'achat. Pour l'analyse diagnostique, c'est plutôt pourquoi c'est arrivé, donc analyse des données de service client pour comprendre les causes des plaintes. Là, on commence à rentrer un peu plus dans l'analyse prédictive, donc que va-t-il probablement arriver, donc là, on est vraiment dans la boule de cristal, hein. Donc, utilisation de modèles de prévision pour déterminer les futures tendances du marché. L'optimisation, donc c'est comment maximiser, minimiser, donc celui-là, il aurait pu se retrouver un peu à plusieurs niveaux, hein, donc c'est parce qu'on a mis business analyse et IA. C'est l'optimisation de la logistique pour minimiser les coûts de transport. Donc voilà, ça peut demander aussi des calculs assez complexes. Et l'analyse prédictive, donc quelle action prendre pour influencer l'avenir. Donc là, on est vraiment dans ce principe où on veut pouvoir avoir une action sur cet avenir. Donc c'est l'exemple du système de recommandation qui prescrivent des actions de marketing personnalisées pour augmenter la conversion des clients. Donc vous pouvez voir effectivement, il faut savoir cataloguer le use case précis que vous voulez mettre en œuvre et de déterminer finalement quelle est la batterie technologie humaine que vous devez mettre derrière parce que c'est un véritable coût, ça peut engendrer un véritable coût et une complexité surtout. Voilà. Ensuite, comme je l'ai annoncé hein, dans ce webinaire, hein, l'objectif était de dire c'est l'aspect rentable qu'on a vu tout à l'heure avec certains use cases, mais cette maturité data IA fonctionne également pour l'aspect durabilité. Alors, quelle est la grande différence? Parce que finalement, ça ne change pas grand-chose, hein. C'est que vous allez continuer à imaginer des use cases au sein de vos organisations, hein, et par rapport à ces use cases, eh bien, vous êtes plutôt vous dire, bah, très bien, maintenant je vais réfléchir objectif de développement durable. Parce que la durabilité, hein, c'est vraiment lié à ces 17 objectifs de développement durable qui ont été développés par l'ONU. Donc, si on reprend le même exercice hein, que j'ai pu faire tout à l'heure, eh bien, si on parle d'analyse descriptive, bon, ce qui est arrivé, donc là, on est plutôt dans un tableau de bord montrant les tendances des émissions de CO2 par rapport aux objectifs climatiques. Pour la partie exploratoire, c'est utilisation, donc quelle tendance se dessine, utilisation de techniques d'analyse pour identifier les étapes de production qui génèrent le plus de déchets ou des recyclages sont possibles. Pourquoi c'est arrivé? Donc là, on est dans l'analyse diagnostique. Eh bien, l'étude des données des usines pour trouver la source de contamination de l'eau et proposer des solutions. Alors, je ne vous ai pas parlé, mais effectivement, pour chacun des use cases, là, dans ce cas précis hein, de contamination de l'eau, on est sur l'objectif de développement durable qui est le 6, hein, qui est vraiment lié justement à la partie relative à l'eau. L'analyse prédictive, que va-t-il probablement arriver? Donc là, on est effectivement au modèle prédictif pour estimer les besoins futurs en énergie solaire en fonction des prévisions météorologiques et de la demande énergétique. Alors celui-là, il est intéressant parce qu'il est vraiment très d'actualité, puisque actuellement, on essaye de voir plusieurs sources d'énergie pour pouvoir répondre à une augmentation importante du numérique et des voitures électriques, etc., parce que notre société devient de plus en plus, utilise de l'énergie pour fonctionner. L'optimisation, c'est comment maximiser, décarboner, excusez-moi, je n'ai pas fini ma phrase. Et donc, pour l'optimisation, c'est comment maximiser, minimiser les objectifs spécifiques. Donc là, effectivement, on est son algorithme pour optimiser les horaires et les itinéraires de transport en commun afin de réduire la congestion et la pollution. Alors, voilà, l'idée, effectivement, c'est qu'on se déplace le moins possible, surtout tous, effectivement, de façon à réduire, effectivement, l'empreinte carbone de nos déplacements. Pour faire du bien à la planète. Et sur l'analyse prescriptive, quelle action prendre pour influencer l'avenir? Alors là, on va être vraiment dans des systèmes prédictifs qui suggèrent des rotations de cultures et des méthodes de labourage pour maintenir la santé des sols. Voilà, donc vraiment, on est vraiment sur vraiment, ça vous donne vraiment une vision. On a vu tout à l'heure, effectivement, pourquoi gouverner, on a vu le data management, c'est quoi et qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre hein, et qu'il faut maîtriser son patrimoine. Et là, on a vu effectivement deux types de use cases, mais plusieurs use cases, hein, mais sur le prisme de la rentabilité, sur le prisme de la durabilité.
Voilà, donc le système d'information de plus en plus complexe, hein, et à maintenir. Alors ça aussi, faut faire avec. C'est effectivement compliqué. Donc ça signifie qu'il faut aller dans l'ensemble des espaces de stockage, multi-cloud, multi-format, multi-source. Donc pour voir vraiment les inventorier et les maîtriser. Alors ça va devenir compliqué pour une très grosse entreprise, mais même pour une PME, une ETI, donc effectivement, quand on commence à rentrer dans le collaboratif et autre chose, ça peut devenir aussi donc un vrai sujet. Là, c'est enfin, toute cette architecture matérielle est particulièrement énergivore. Donc voilà, donc il faut rentrer dans de l'éco-conception et minimiser tout ça. Et donc voilà, donc l'idée effectivement de notre économie, enfin, notre solution qui permet d'utiliser ces principes-là, c'est effectivement, ça permet vraiment d'accélérer les projets data IA en embarquant nativement les exigences métiers et réglementaires. Donc, on a vraiment trouvé le moyen d'auditer effectivement et d'être capable de se plugger aux différents systèmes et très rapidement, en moins d'une heure, arriver déjà à vous donner une très 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 bonne visibilité. Ensuite, effectivement, je fais vraiment une synthèse, hein, il y a quelques slides. Après, j'aurai terminé, on pourra effectivement passer en mode questions. Donc, vous pourrez lever la main pour poser des questions. Évaluer votre système d'information, ça c'est important, parce que de toute façon, maintenant, de toute façon, ce sont des obligations, donc des obligations d'un point de vue politique de sécurité des informations, politique de protection des données, politique data, d'éco-conception, etc. L'évaluation, elle se fait sur ce prisme-là. Donc voilà, donc l'idée, effectivement, c'est d'évaluer votre système d'information afin de mettre en place des mesures de sécurité et de stockage. Ça, c'est important. Comme vous l'avez compris, il ne faut pas essayer de mettre en place une politique sans maîtriser, parce que finalement, on va mettre des trucs plutôt génériques. Là, c'est vraiment, je maîtrise ce patrimoine, je suis capable de le classifier et d'avoir une bonne visibilité, et tout ça, je le maintiens dans le temps ensuite, et je suis capable effectivement de m'assurer que les mesures qui ont été mises en place n'ont pas besoin, peut-être besoin de remédiation s'il y a une modification qui change. Voilà. Voilà, on avait effectivement les chiffres de 2022, qui est le coût moyen d'une violation de données a atteint un niveau record de 4,35 millions de dollars. Mais là, je pense qu'à mon avis, ça va devenir de plus en plus important. Et d'ailleurs, même les régions s'inquiètent, avec particulièrement le Grand Paris, par rapport donc au JO. Donc, on sait effectivement qu'il y va y avoir une anticipation de justement des risques cyber. Donc, les données sont de plus en plus réglementées. Voilà, donc il y a le Data Act, il y a Act, le RGPD, la CSRD. Voilà, il y en a beaucoup et il faut être en mesure finalement d'y répondre euh, de façon agile. Donc, vraiment soulever le capot, c'est pas compliqué, sauf qu'on n'a pas l'habitude de le faire, et d'être en mesure finalement d'évaluer au niveau qui va bien. Hein, c'est pas la peine non plus d'aller à un niveau très bas à chaque fois. Hein. Par exemple, on parle de gestion des accès, eh bien on va plutôt aborder le sujet au niveau de l'application, où se trouve la donnée, mais on sait quel est le niveau de sensibilité de cette application. Base de données, ça va être anonymisation, archivage. Donc vraiment cibler précisément sur le bon actif l'évaluation et la réglementation qui est concernée. Quand vous avez fait ça, eh ben, c'est plus facile effectivement de maintenir le tout. Donc on est dans des processus aussi, donc la réglementation impose aussi des processus particulièrement chronophages, hein, de répondre aux exercices de droit des personnes, etc. C'est un vrai sujet, c'est un vrai coût, temps humain, moyen, etc. Et voilà, donc il faut vraiment se mettre dans l'idée d'être en audit ready. Vous avez ces acteurs qui sont là, il faut leur donner les moyens finalement de pouvoir agir. Voilà, il ne faut pas qu'ils soient vus comme des personnes qui empêchent de tourner en rond ou qui sont là juste pour que derrière on ait un tampon. Vraiment utiliser le levier des réglementaires comme un vrai levier de performance et effectivement de rentabilité. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que si l'Europe fait toutes ces réglementations, il ne faut pas en oublier une qui est la plus importante de toutes, c'est que l'Europe a fait une stratégie data. Et pourquoi ils ont fait une stratégie data? C'est que derrière, dans leur objectif de stratégie data, ils l'annoncent d'ailleurs avec le Data Act qui libère la donnée, qui va vous permettre de sortir du cloud sans payer le coût qu'on trouvait effectivement exorbitant et qui était
une concurrence déloyale hein, auprès des acteurs du cloud. Elle va même obliger les éditeurs de logiciels de se parler entre eux, vous passiez d'un système à un autre assez de façon fluide. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais en tout cas, c'est acté. Et pourquoi ils font ça? C'est tout simplement parce qu'ils veulent que la moitié de leur économie soit portée par la donnée. Donc, si vous regardez un peu plus loin même, et donc vous avez une vision, c'est que l'IA qui est en train d'arriver, elle se nourrit de la donnée. Donc, plus vous allez avoir une maîtrise de votre patrimoine de données, plus vous êtes en mesure de le mettre en conformité, et bien plus, effectivement, vous serez en mesure de l'exploiter et d'aller effectivement dans un modèle économique qui va vous permettre de trouver la part belle, justement, à cette économie qui est vraiment avec un souhait que derrière, on passe vers une économie du numérique et immatériel, où on optimise le monde physique dans lequel on vit pour réduire l'empreinte carbone, mais surtout continuer à avoir une économie florissante. Justement, on arrive à cette responsabilité sociale et environnementale. Pendant longtemps, on n'en a pas parlé parce que, comme on le sait très bien, la donnée, l'IA, enfin, tout ça, etc., c'est un nouveau modèle économique. Hein, donc, personne n'a envie de dire que finalement, ça pollue. Hein. Ça dépasse le secteur de l'aéronautique. Hein, c'est également finalement 11% de l'énergie qui est dévolue au data center. Alors, ça, c'était avant l'IA. Qu'est-ce que ça doit être maintenant? Donc voilà, donc on est vraiment dans une pression de la part des parties prenantes, clients, collaborateurs, etc., pour effectivement avoir des pratiques qui sont durables et responsables. Bon là, effectivement, maintenant aussi, on demande de l'IA, donc on est moins regardant. Mais de toute façon, les réglementaires vont imposer de toute façon d'aller vers du ESG, donc de toute façon, ça va vite revenir au galop. Peut-on être souverain en utilisant des logiciels et matériels non européens? Ça, je vous répondrai à la question tout à l'heure. Donc, une mission et un pilotage dédié à la durabilité et une comptabilité extra-financière. Voilà, il faut répondre aux attentes en démontrant l'engagement de l'organisation envers la durabilité et la responsabilité sociale. Voilà, voilà. Donc, en route, hein, donc vers la sagesse. Hein. Donc, maîtrisez votre patrimoine de données, mettez cette maîtrise, ce patrimoine informationnel et de données sous contrôle, donc en termes de qualité et de conformité. Réduisez votre empreinte, réutilisez et recyclez ce que vous avez. Vous avez des données, il faut pouvoir les recycler, il faut pouvoir aller chercher de l'open data, il faut faire des choses pour faire de la durabilité. Donc voilà, ça va se faire petit à petit. Hein, donc on n'est pas encore au niveau de la durabilité, mais voilà. Donc déjà, il faut pouvoir se mettre et soulever le capot. Voilà, donc derrière donc, tous ces beaux discours, hein, il y a vraiment un outil hein, qui vous permet de mapper, qui vous permet de mettre sous contrôle vos systèmes. Hein. Donc on peut voir ici l'éco-conception d'un service. Hein. Donc on va vraiment aborder le sujet d'évaluation au niveau du service et la réduction de l'empreinte carbone. On va vraiment calculer le coût de la réduction de l'empreinte carbone.